Bonjour Alvin Pangetta. Bonjour Jean-Philippe Denis. Alvin Pangetta, vous êtes maître de conférence à l'IAE Paris-Est. Vous êtes membre du laboratoire IRG, l'Institut de recherche en gestion. Tout à fait. Prix de thèse, série doctorat de l'Harmattan, pour votre ouvrage « Expérimenter la qualité à l'université de la conformité aux normes techniques au potentiel des surprises bureaucratiques ». Alors vu comme ça, on se dit ça va concerner que les universités et les questions de qualité. Voilà, ça va... Et puis on se dit mais en fait vous nous parlez bureaucratie et surprise. Et ça on s'y attend pas du tout. Bureaucratie normalement c'est carré. Hein, vous nous dites non. Faut regarder les surprises, faut regarder les anomalies et savoir en tirer parti. Absolument. Donc en effet, j'ai travaillé sur l'instrumentation de gestion dans les bureaucraties. Et ce qui m'a frappé, c'est ces dimensions ambiguës en fait de cette instrumentation de gestion, alors même qu'on s'attend, comme vous le dites, à quelque chose de très rigoureux, très conforme, très procédurier. En réalité, ce n'est pas tout à fait le cas. Il y a énormément de surprises que j'appelle sociotechniques en fait, qui sont peut-être ce qui caractérise le plus cette instrumentation de gestion. Et c'est comme ça qu'est partie en fait cette recherche, en essayant de comprendre ces surprises plutôt qu'en essayant de les évacuer pour retrouver le droit chemin bureaucratique que l'on connaît bien. Alors, qui on mobilise concrètement quand on veut comprendre, voir même ces surprises ou ces anomalies, les retrouver? Qui on mobilise et comment on procède? Alors, c'est une très bonne question. Je pense qu'il y a différentes manières de procéder. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé, puisqu'il s'agissait essentiellement d'une documentation qualité, on connaît tous ce genre de documentation. Donc, moi, je me suis beaucoup intéressé, en fait, au sens que pouvaient avoir, justement, ces documentations un petit peu inattendues, surprenantes, atypiques, qui ne suivaient pas les normes qualité telles qu'on les connaît. Et donc, je me suis intéressé aux approches sémiotiques. C'est comme ça que je suis venu à ces approches-là. Et donc, j'ai mobilisé essentiellement un auteur américain qui s'appelle Charles Peirce et qui a été donc à l'origine d'une théorie des signes qui était très connue et qui est même à l'origine d'une science en elle-même qu'on appelle la sémiotique. Et donc, c'est ce chemin-là que j'ai emprunté pour essayer de comprendre ces signes et dans leur ambiguïté, essayer de voir s'il n'y avait pas derrière un potentiel d'action pour ces organisations bureaucratiques. Et donc évidemment, qu'avez-vous trouvé à l'occasion de ces enquêtes? Et j'insiste sur le mot enquête. Alors vous avez raison d'insister sur le mot enquête parce que c'est un autre terme qui est très cher à Peirce, puisque c'est le premier à l'avoir conceptualisé. C'est Sherlock Holmes, pour faire simple. Absolument, on pourrait le dire comme ça, effectivement, il y a différentes définitions, c'est pas la même chose chez Peirce, c'est chez John Dewey, qui a aussi repris cette notion quelques décennies après. Mais il y a cette idée alors chez Peirce, c'est vraiment l'idée de lutte pour sortir d'un état de doute, en fait, qui nous dérange, en fait, et qui empêche l'action de se poursuivre. Et donc, l'idée est de mener une enquête, comme vous dites à la Sherlock Holmes, c'est effectivement d'arriver à résoudre cet état de doute, arriver à une croyance qui temporairement va résoudre la difficulté, avant peut-être que d'autres doutes ne viennent à leur tour. Et donc, effectivement, l'enquête a été un petit peu le prisme par lequel j'ai abordé ça. Au-delà de l'enquête, donc, il y a vraiment une théorie des signes qui est très puissante chez Peirce et qui est très intéressante parce que c'est une théorie dynamique du signe. À l'inverse de Saussure, qui a une conception très dualiste du signe et qui a fortement marqué le courant structuraliste. Chez Peirce, on a vraiment une vision dynamique du signe, donc c'est une vision qui va relier le signe à son objet et à ce qu'il appelle l'interprétant, c'est-à-dire cet autre signe qui va être construit dans cette relation. Et c'est comme ça qu'on peut arriver à interpréter des ambiguïtés instrumentales dans des situations managériales que l'on connaît et peut-être à y trouver un sens et un potentiel d'action grâce à cette grille de lecture. Un exemple à nous donner d'anomalie ou de surprise? Tout à fait. Alors par exemple, donc, dans la documentation qualité, on a très souvent donc, des productions qu'on appelle des logigrammes qui sont censés donc, retranscrire l'action telle qu'elle est censée se produire de façon optimale. Ce qui se produit souvent, c'est que lorsque l'on travaille avec des experts métiers, ce n'est pas du tout cette vision optimale qui ressort des échanges.
Et donc, on a des productions qui cadrent mal avec les normes, qui voudraient nous faire entrer dans des cases très précises, qui sont aussi celles des logiciels de modélisation, par exemple, de façon très concrète. Et donc, lorsque l'on observe ces logigrammes atypiques, plein de surprises, plein de choses inattendues et tout à fait non conformes aux normes de modélisation, eh ben, on peut se demander ce que ça signifie. Et là, notamment dans les logigrammes que j'ai pu étudier, on a eu plus de 80 dans le cadre de cette recherche, on s'aperçoit en fait que les acteurs de la bureaucratie que j'ai étudiée, qui est une université, avait quelque chose à dire en fait, qui n'était pas du tout ce que la modélisation des normes les invitait à dire. Et néanmoins, c'était un message très intéressant. Et collectivement, si on ne prête pas attention à ces ambiguïtés, ben, on passe à côté de ce message en fait. Et donc là, en l'occurrence, il y avait une vraie volonté de travailler ensemble et de refaire finalement un certain nombre de processus, mais pas du tout en suivant les normes telles qu'elles existent, mais en suivant d'autres manières et peut-être plus à l'écoute des besoins des acteurs. Expérimenter la qualité à l'université, de la conformité aux normes techniques, au potentiel des surprises bureaucratiques, édition L'Harmattan. C'est le nouveau paradigme, c'est le paradigme pragmatisme. J'ai reçu sur ce plateau Philippe Lorineau pour son ouvrage Pragmatism and Organization Studies. C'est absolument majeur. C'est une autre manière d'appréhender la recherche. Et c'est pour ça qu'il faut vous le lire pour l'avoir pratiqué en action. Merci à vous, Alvin. Merci à vous.